et on est des élèves sur la planète Terre. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Ilera Wellness. Mon nom, c'est Solange Adéchian, docteur en nutrition, naturopathe, biologiste et coach en yoga, professeur de yoga. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui notre invité, donc un invité assez spécial, donc très honoré. Et bien sûr, avant de commencer, je suis accompagnée de ma très chère Gisèle Adéchian. Bonjour Gisèle, comment vas-tu? Très bien, bonjour Solange. Alors, je me présente à tous. Je suis Gisèle Adéchian, donc chef en alimentation crue, vivante et saine, mais aussi coach en santé et cofondatrice d'Ilera Wellness. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci Gisèle. Donc, nous allons laisser la parole à Joanne, notre invité très honoré, donc de pouvoir se présenter. Bonjour Joanne, comment allez-vous? Alors, bonjour Solange, bonjour vraiment, mais toutes les deux, parce que je suis passionnée quand je vous regarde, tellement vous êtes à la fois belle et radieuse. Alors, j'ai un nom assez compliqué à prononcer parce que je suis d'origine de Madagascar, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, cher public, bonjour et bienvenue à cette émission dans la chaleur, dans l'amitié, dans la sororité, la fraternité, même si, puisque vous n'êtes pas là, mais qu'on est toutes les trois quand même, c'est dans la sororité. Donc, je suis Joanne Razanamahai Chalère, épouse Chalère. Mais j'ai pris mon nom de jeune fille parce que lorsque j'ai commencé à écrire donc, mon premier livre et les autres livres, j'ai gardé ce nom de jeune fille parce qu'à cette époque-là, je venais de me séparer en plus et je n'étais pas encore remariée comme aujourd'hui. Je le suis avec donc le docteur Christian Tal Chalère. Je pense que vous l'avez déjà rencontré parce qu'il a été déjà invité par toutes les deux. Alors donc, lorsque je vous écoute vous présenter, je mesure vraiment le chemin que j'ai parcouru parce que j'ai vraiment un chemin atypique. Des fois, quand je recule un petit peu, je me dis comment j'ai fait pour en arriver là. Je n'ai pas fait du tout des études ni en médecine, ni même vraiment en naturopathie. J'ai commencé plutôt par faire du droit. J'ai fait du droit à l'université de l'île de la Réunion, pas longtemps parce que entre des accouchements, donc j'ai dû arrêter parce qu'il fallait faire 40 km aller, 40 retours enceinte. Je ne pouvais pas faire. Mais je suis une personne très passionnée. J'apprends très vite des gens, des uns et des autres, et j'aime apprendre. Et j'enregistre également très, très vite, et surtout parce que je suis tellement sensible à la souffrance de notre humanité, la souffrance des enfants, des adultes, avec la misère aussi, en étant de Madagascar. Donc, j'ai pu voir des gens mal nourris dans les pays pauvres, mais aussi assister jusqu'à ce jour à la malnutrition des pays très riches. Justement, Joanne, on va en parler. On va en parler. On aura largement le temps d'approfondir cela. Et je voudrais vous demander, vous êtes psychothérapeute, hein, vous êtes écrivaine, conférencière et chamane. Qu'est-ce que le chamanisme et comment avez-vous développé une passion pour cela? Oui, alors en effet, je suis devenue psychothérapeute, écrivaine et tout, mais à la base, j'ai commencé à être chamane. Je fais partie des gens qui vivaient dans la nature, mais qu'on a reconnu très tôt comme étant détenteurs d'un pouvoir un peu spécial, de dons, de talents un peu aujourd'hui magiques pour
les gens d'ici, mais pour les gens de mon village, c'était ordinaire parce que pratiquement tout le monde vivait un peu connecté avec le monde des mystères. C'est difficile à verbaliser, mais il y a une compréhension de la nature. Il y a une façon de recevoir les messages des rivières, des fleuves, des arbres. Les gens n'étaient pas à l'université, mais ils savaient reconnaître le temps, les messages de la nature, et ils savaient du coup se préparer. Et là où j'étais, on ne jouait pas non plus avec les forces de la nature, donc c'était accessible aux gens d'avoir ce lien avec la nature. Donc, en fait, être chaman, pour moi, et pratiquer le chamanisme, c'est aller dans l'art d'aimer sans complexe pour être fier d'être en connexion avec des esprits, avec des guides, avec des anges, avec les ancêtres culturels ou ancêtres de l'humanité, avec les grands frères et grandes sœurs des points cardinaux de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord et tout ça. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est tout nouveau, ça pourrait sembler un peu bizarre, mais quand on assiste, on vit avec des gens comme moi, des gens dans la nature, très vite, en fait, on s'émerveille de se rendre compte de cette connexion. Et quand on est ici, j'ai envie de dire que malgré les sociétés modernes, intellectualisées, industrialisées, je pense qu'aujourd'hui, on peut reconnaître facilement que nous ne sommes pas seuls au monde. Ça me semble être… Et donc, pratiquer le chamanisme, c'est s'ouvrir au monde, donc magique, ouvrir son cœur pour pouvoir être constamment inspiré. Ça fait parler de l'intuition également. Être guidé, être accompagné. Et comme c'est fait avec amour et avec du respect, ça ne vient pas à l'esprit des gens des pays naturels de douter ou de se poser la question si on est inférieur en étant inspiré ou si on est… C'est un amour, on est inspiré par ses parents et on est des élèves sur la planète Terre. On n'est pas fini, on va vers l'infini. Il n'y a pas besoin d'être orgueilleux pour se dire non, je n'ai pas envie d'être traité comme un enfant. Voilà, c'est un monde de l'amour en fait, le chamanisme pour moi, parce qu'on va oser faire des déclarations d'amour aux esprits. Quand on le pratique, on va chanter, on va danser, on va oser s'exprimer, on va communiquer. Donc, c'est extraordinaire, c'est magique. Et surtout, c'est que ça produit réellement quelque chose que les gens peuvent percevoir, en fait. Waouh, c'est fantastique. Mais vous le parlez tellement avec passion qu'on a envie de rester à vous écouter pendant des heures et des heures. Merci justement pour ce parcours et aussi pour la chance d'avoir rapidement saisi le don que Dame Nature vous a offert aussi. Et justement, ceci m'amène à ma prochaine question. C'est parlez-nous justement un peu de votre parcours. Comment avez-vous cheminé vers une santé holistique? Oui. Alors, donc, comme je disais, ce n'était pas à l'issue d'études. Et donc, ce n'était pas désiré. Je ne voulais pas. Je ne voulais même pas, en fait, être thérapeute. Je l'étais dans l'âme. Les gens de mon village reconnaissaient. Ils m'avaient donné un petit surnom depuis l'enfance. Des fois, il y avait des enfants ou des grandes personnes qui s'approchaient de moi pour me toucher les cheveux, pour me toucher les vêtements. Et quand j'étais enfant, je pensais que j'avais une différence, peut-être physique, peut-être mes cheveux étaient un peu différents ou ma couleur de peau. Mais c'est plus tard que j'ai découvert, grâce à mes grands-parents, surtout ma grand-mère, qui m'avait un peu expliqué certaines choses qui, pour moi, étaient de l'ordre de l'inconnu en ce moment-là. Mais je suis née quand même dans un village
qui n'avait pas de pollution. Il n'y avait pas de voiture. Je me rappelle même, à mon âge aujourd'hui, que j'ai assisté à la scène de l'arrivée d'un poste de radio dans le village. Alors, les gens essaient de regarder dans la boîte. Vous vous rendez compte, moi, je suis là aujourd'hui, ça semble inimaginable. C'est comme si j'ai vécu plusieurs vies en une seule. Et on aurait dit que si on avait tiré un coup de fusil dans cette nature profonde, loin de tout, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de mairie. Et pourtant, il y avait une harmonie, mais incroyable. Il n'y avait jamais de violence comme on a ici. Il n'y avait jamais de meurtre, il n'y avait jamais de viol. C'était vraiment en harmonie. Donc, si quelqu'un avait tiré en l'air, on disait, je disais que ça aurait pu faire pleuvoir immédiatement, tellement le ciel était dense, sous les tropiques, toujours bleu, les oiseaux chantent, des grands arbres et tout le monde vivait sous des arbres, se connecter avec l'esprit de l'eau pour aller nager, aller chercher l'eau. Moi, je portais même l'eau sur ma tête quand j'étais petite fille. Donc, et quand je suis arrivée, au début, quand j'ai quitté Madagascar, je me suis dit, mon Dieu, les pauvres malgaches, je les abandonne parce qu'il y avait quand même des maladies et surtout des misères qui créaient des maladies, mais je ne me rendais pas compte que la misère pouvait aussi être à l'origine des maladies, parce que c'est sur le plan non seulement physique, mais aussi sur le plan psychique. Il y avait quand même des souffrances. Aujourd'hui, je dirais que ces souffrances viennent aussi du fait qu'on vive séparés les uns les autres sur la même planète. Il n'y a pas de soutien et surtout, les souffrances des uns des autres, pour moi, affectent l'espace, l'ambiance dans laquelle nous vivons. Et c'est pour cela que j'ai bien aimé un jour apprendre que les Russes, à une époque, avaient découvert que les épidémies venaient aussi du fait que la vibration était trop basse d'une population et nous rendait plus réceptifs aux virus et microbes. Donc, c'est peut-être un peu trop profond, mais je pense que c'est une piste quand même non négligeable. C'est comme un peu quand on voit ce qui s'est passé avec Hiroshima, cette chimie qui se déversait dans l'océan. Il n'y avait pas une seule partie de la planète, à mon sens, qui était épargnée, même si c'est plus ou moins à grande dose. Donc, il y avait quand même la souffrance là-bas. Et je pensais en partant que les pauvres malgaches, ils allaient être démunis, délaissés pour compte, et que j'allais aller dans un pays extraordinaire avec les images des assurances vie, papa, maman qui tiennent les enfants par la main, des enfants blonds, des enfants bruns, bref, propres, qui a l'air de vraiment aseptisé à fond. Donc, je me suis dit, oh, je vais aller là-bas. Et là-bas, la technologie bat tellement son plein, tout le monde mange à sa faim, on vit dans des blocs de pierre, on se déplace en voiture, que là-bas, personne ne souffrira. Et du coup, j'ai découvert très vite que les gens sentaient aussi quelque chose de moi. Et très vite, je me suis presque retournée de tous les côtés en me disant, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Un peu comme quand j'étais enfant, jusqu'à ce que je découvre que j'avais en moi quelque chose que eux n'avaient pas, ou qu'ils avaient perdu, ou dont ils ne se rappelaient plus. Et très vite, plus j'avançais, j'apprenais le français, qui n'était pas ma langue. Je lisais, je rencontrais des gens, j'ai beaucoup voyagé, et plus j'ai compris la profondeur de leur quête, de la quête de l'humanité. Et c'est comme ça que j'ai pris petit à petit ma place.
Waouh. Alors, c'est très intéressant, votre parcours. Et justement, ça nous amène à vous poser cette question. Quelle est votre conception du bien-être, hein, et comment aidez-vous les gens? Puisque vous avez parlé des gens qui étaient intéressés par ce que vous avez de particulier, quelle est votre perception du bien-être? En fait, pour moi, le bien-être est le résultat d'une existence sans souffrance, ni physique, ni psychique, et encore moins des misères qui ne sont pas partagées par les autres. Quand on perd le sens de l'altruisme, de la générosité, quand on oublie le fait qu'on fasse partie d'un seul et même corps, pas seulement entre êtres humains, mais avec la terre, avec le ciel. Nous sommes des petits bouts, des minuscules petits bouts d'étoiles, de planètes, de rivières, bref. Et nous faisons également partie d'une seule et même famille avec tous les autres règnes. Donc, ça, ma conception, c'est ça. C'est quand on est bien sur tous les plans et qu'on vit en harmonie avec soi-même à l'intérieur de soi et avec les autres pour ne plus générer des conflits, des tensions, des émotions. Donc, nous n'en sommes pas encore là, mais le chemin se présente et toutes sortes d'apprentissages existent pour nous mener vers cette direction-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas dire que je suis naturopathe, par exemple. Je m'y connais beaucoup en alimentation, en combinaison alimentaire, parce que je suis une très, très bonne élève. Mais en fait, ça ne me passionne pas tellement. Moi, je suis plutôt pour une médecine globale, holistique, qui tient compte de l'être humain dans sa nature profonde. Nous sommes des êtres vibratoires avant même d'être des êtres physiques. Et pour moi, je l'ai vécu, je l'ai testé, je l'ai palpé. Parce qu'à Madagascar, dans mon village, même jeune, on voyait les gens qui arrivaient même à 500 mètres. On devinait tout de suite dans quels états émotionnels ils se trouvaient. Pareil pour les animaux, même s'il n'y a pas de cri. Donc, on perçoit l'émanation de nos vibrations dans l'atmosphère. Puis ensuite, avant d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres issus de la matière et de l'esprit. Pour moi, chaque être avait été rêvé, même si nos parents ont oublié leurs rêves. Et donc, nous venons d'un corps de lumière, d'un corps de conscience qui ne meurt pas. Et en ralentissant nos vibrations, nous créons toutes sortes de corps, dont le mental, composé des hémisphères cérébraux, cerveau gauche, cerveau droit, aussi le corps émotionnel et enfin seulement le corps physique. Et d'ailleurs, pour nous, les chamans, je suis également médium. Pour moi, c'est deux facettes différentes qui se rejoignent. Pour nous, chamans, nous-mêmes médiums, nous parvenons à percevoir cela. Nous voyons les rayonnements autour de la tête des gens. Nous voyons ce qu'on appelle plus ou moins, parce que tous les chamans ou tous les médiums ne voient pas ou ne vivent pas forcément les mêmes expériences. En tout cas, en ce qui me concerne, voir les émanations de couleurs qui parlent de nos états, sentir la fréquence vibratoire pouvant être très basse et qui signale des maladies qui sont déjà existantes dans l'organisme ou des maladies qui sont en train de venir et donc on peut prévenir. Et enfin, donc le corps physique, comme je le disais, et chaque corps a son alimentation plus appropriée. Mais tous les aliments doivent être ingérés
en fonction de où nous nous trouvons, qu'est-ce que nous traversons. Quelqu'un, par exemple, qui a mangé des aliments vivants, des graines germées ou légumineuses, mais si la personne n'est pas bien émotionnellement, la digestion même de cet aliment ne se fait pas très bien, ni même l'assimilation. Et quelqu'un peut beaucoup méditer, donc ce n'est pas à prendre parti pour certaines disciplines contre d'autres, parce qu'on peut savoir méditer du matin au soir, mais si on est bourré de colère, de frustration ou qu'on a des conflits non résolus avec sa fratrie ou avec le voisinage, le bien-être est un peu superficiel, pour ne pas dire fragile. Donc, j'enseigne seule ou avec mon mari ou avec notre fils Gwen Clapp depuis plusieurs années. C'est l'enfant qui nous a vraiment rejoints dans notre travail après nous avoir rejetés pendant toute sa jeunesse, mais en observant quand même, en apprenant quand même, en vivant dans la même maison. Et donc, on enseigne comment s'alimenter sainement. Je ne me confonds pas à une doctoresse ou à un chef, n'est-ce pas, comme vous êtes. Chacun sa place et je respecte parfaitement. C'est aux gens de trouver les spécialistes dans le domaine qu'ils n'ont pas encore vraiment ouvert ou qu'ils n'ont pas acquis ou qu'ils n'ont pas rempli. Donc moi, je sais seulement que le corps a besoin d'aliments vivants, d'aliments si possible crus. Si au début c'est trop dur, c'est en prendre un peu au fur et à mesure sans non plus se traumatiser. Je viens d'un pays où les gens consomment encore de la viande. Il m'arrive quand je vais chez ma famille qu'on me propose de manger de la viande et quand c'est tellement donné avec amour, pour moi, ce n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas que je me soumets, mais je me dis que l'amour que je porte aussi peut me permettre de digérer. Mais seulement comme on est des êtres de conscience, on ne peut pas éternellement faire ce genre de compassion ou d'ouverture du cœur, parce qu'on ne peut pas tromper sa conscience. Donc, je connais ce qui n'est pas bon dans l'alimentation. Je connais entre autres les classifications du feu docteur Bordeaux-Zekeli, qui m'a beaucoup passionné, qui n'est plus de ce monde lorsqu'il qualifiait les aliments en 4 catégories, par exemple. Mais là, on va aller trop profondément dans ça. Après, j'enseigne la gestion des émotions en invitant les gens à oser mimer nos frères qui sont des animaux. Parce que cette idée qu'on n'a pas envie d'être grimaçant ou de grimacer, et qu'on fait, on porte un jugement sur les chiens, sur les chats, sur l'ours. Or, si on vit avec un minimum de respect et surtout dans une qualité d'amour, on pourrait commencer aussi à se dire mais qu'est-ce que ça me fait de les imiter à un moment, d'autant plus que comme les enfants, les animaux sont aussi nos maîtres quelque part. C'est comme si les orages et la foudre doivent avoir honte de leur puissance, de faire autant de bruit. Il n'y a que la nature humaine qui, pour moi, a été éduquée à se refuser des choses, à se négliger. J'enseigne également à faire des voyages pour apaiser les hémisphères cérébraux. Et en chamanisme, on fait beaucoup de voyages intérieurs vers le passé, vers des bouts de soi qui sont partis suite à des traumatismes. On fait des voyages juste pour connecter le règne animal, les animaux totems, comme on appelle, les animaux de pouvoir. Et ce sont des techniques qui font du bien aux gens, sans aucun doute. Et même ceux qui n'y arrivent pas, ils se rendent compte avec douleur combien ils sont coincés tout simplement et combien c'est l'éducation qui nous ont empêchés de faire ça.
Après, on enseigne l'ouverture du cœur, de la conscience. On enseigne comment aiguiser sa médiumnité, comment connecter avec les mondes de lumière, comment recevoir les messages de nos chers disparus, comment recevoir des messages des guides. Et ce qui est fantastique, en fait, ce n'est pas croire ou ne pas croire, mais c'est de constater combien les personnes qui reçoivent ces messages non seulement se font du bien, mais apaisent leur souffrance, leur manque, leur solitude, leur façon de percevoir la séparation, l'isolement. Et donc, c'est vraiment très, très, très sérieux. Et j'enseigne également que nous ne sommes pas des blocs de personnes, parce que depuis mon enfance, je vois autour de la tête des gens des personnages intérieurs d'énergie que j'ai baptisés les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. Et tout le monde peut voir des vidéos sur YouTube parce que je ne pourrais pas développer tout ça aujourd'hui. En tout cas, actuellement, je suis même en formation. C'est en masterclass sur ces personnages que je vois de mes yeux et que je présente aux gens. En fait, c'est comme si, quand je suis ici, juste maintenant, je suis enseignante. Quand je suis enseignante, il y a à côté de mon enseignant, de mon enseignante, le côté chaman. Mais le côté chaman n'enseigne pas. Le chaman soigne, libère, guide, reconnecte avec autre chose. Ce n'est pas la même chose. L'enseignant, ça fait appel au cerveau gauche. On a besoin d'expliquer, de mettre des mots sur les choses. Le chaman, c'est le côté thérapeute. Mais si la porte s'ouvre, par exemple, brutalement, je peux tout à fait vous abandonner, Solange, un instant, parce que mes yeux seront accaparés par mon fils qui entre. Et là, ce n'est plus l'enseignante qui va prédominer en moi, mais ça va être la maman. Je suis également, si pendant qu'on parle, je vois Tal par la fenêtre qui prend la voiture, je peux entendre la facette d'épouse qui dit oh, mais moi j'ai envie d'aller avec lui, c'est-à-dire j'ai presque envie d'abandonner cette rencontre. Et j'ai même découvert, et ça pour finir juste ce chapitre-là, que nos personnages, en fonction de leur degré d'isolement, de souffrance, sont à l'origine de nos maladies. Et c'est pour ça que je ne mets plus tellement d'importance seulement sur l'alimentation ou sur la gestion de toutes les thérapies qui sont pourtant indispensables pour notre épanouissement, mais je m'intéresse à savoir quelle est la partie en moi, par exemple, qui est toujours suicidaire. Exemple des gens qui savent très bien que boire du café, par exemple, et surtout plusieurs fois par jour, hein, ou fumer une cigarette, ou manger de la viande, ou manger… Ils le savent, ils l'ont lu. Je parle de ceux qui savent, de ceux qui admettent que ça rend malade. Et pourtant, comme des zombies, à l'heure du café, hop, on se dirige vers le café. Donc, ce n'est pas qu'on est idiot, mais j'ai découvert qu'on a des facettes de nous qui ne se plaisent pas sur la planète Terre, qui ne se plaisent pas dans leur vie de couple, qui souffrent dans leur fratrie, qui se sentent mal au bureau avec leurs collègues. Et les facettes qui ne sont pas bien nous attirent vers ce qui est poison. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que l'on peut démontrer. Oui, merci Joanne pour ce que vous dites et c'est très, très intéressant ce que vous avez souligné. Vous avez brassé, balayé beaucoup de choses en même temps et c'est fantastique parce que effectivement, ce que vous dites, ce qu'on appelle nous en naturopathie, en bien-être, l'intelligence universelle, ce qu'on appelle dans la médecine traditionnelle chinoise aussi que j'ai étudié de façon très approfondie, le qi, qui est en fait l'énergie vitale, l'énergie vibratoire. Et effectivement, c'est lorsque cette énergie, comme le bel exemple que vous avez donné par rapport à la Russie, notamment cette énergie vibratoire diminue, baisse, et c'est là qu'on commence à développer des maladies. Parce que si on a une énergie vitale, si on a un qi qui est vraiment à son apogée, qu'on appelle aussi l'intelligence universelle, ben c'est sûr qu'on ne tomberait jamais malade. Et c'est ça le but aussi de la santé holistique, et je suis contente que vous le dites,
Le tout n'est pas d'être médecin dans ça, spécialiste dans telle ou telle chose, mais le tout, c'est vraiment d'observer la nature. Nos ancêtres n'ont pas étudié dans le passé, mais ils ont étudié les lois de la nature, les lois universelles. Et la santé du corps humain est basée sur un équilibre, comme on appelle en Chine, en médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang. Et si on n'a pas une santé holistique, corps, âme, esprit, comme vous le dites, qui est assez équilibrée, eh bien, c'est sûr qu'aussitôt qu'un va débalancer, bien, forcément, ça va entraîner vers la maladie, ça va entraîner vers des addictions, ça va entraîner vers différentes facettes suicidaires de notre santé. Et c'est très important ce que vous soulignez parce que l'être humain n'est pas fait juste de corps physique, d'âme, mais l'être humain, c'est vraiment holistique. Et le tout, c'est vraiment de traiter, d'aider les gens de façon holistique et non d'aller seulement dans la nutrition, non d'aller seulement dans l'exercice physique, mais on est fait de tout en un. Et je suis vraiment contente que vous le souligniez parce qu'effectivement, on peut être distrait, comme vous en parlez tout à l'heure aussi. Et comment justement maintenir cet équilibre-là? C'est en comprenant les lois de la nature, en ayant des personnes aussi comme vous ou des personnes qui sont aussi spécialisées, qui vont nous aider justement à pouvoir trouver ce cheminement-là. Et c'est la perte de ce cheminement qui peut entraîner beaucoup de dégâts au niveau de la santé et à long terme, justement, être très, très difficile à supporter. Et quand on n'est pas bien dans notre corps, mais forcément, on perturbe aussi les autres, on maltraite aussi les autres autour de nous. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse trouver son confort, son équilibre, mais surtout de prendre conscience qu'on a besoin aussi d'avoir des personnes pour nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, dans la nature, ce qui est vraiment difficile à comprendre, et ce que vous expliquez aussi très bien, c'est que le monde n'est pas conscient, les gens ne sont pas conscients qu'ils sont en souffrance. S'il y en a qui le sont des fois, mais souvent, c'est très difficile pour quelqu'un d'admettre que oui, je souffre, j'irai voir un chamaniste, j'irai voir un naturopathe, j'irai voir quelqu'un pour m'aider. Et ça va être un monde de drogués où on va continuer à prendre des médicaments, et finalement, la personne ne se sentirait toujours dans sa bulle et perturbera aussi ses proches, feront du mal à ses proches, au fait. Et ça, c'est vraiment important ce que vous soulignez. C'est très important d'être holistique. C'est très important de trouver un équilibre au niveau du corps, âme, esprit, parce qu'on n'est pas fait que de physique. On est fait vraiment d'abord d'esprit et on en parle aussi de façon scientifique. En fait, l'être humain, c'est quoi? Ce sont des électrons, c'est des vibrations d'atomes. Si on n'a pas de vibrations, on ne vit pas. Et ça, c'est très important ce que vous soulignez parce que aussi, j'ai lu des livres, notamment scientifiques, j'ai lu des livres aussi au niveau du professeur Jovet qui disait aussi qu'il y avait des personnes, en fonction des vibrations qu'elles reçoivent, elles étaient capables, dans des salles où elles étaient isolées, on mettait des fruits dans une autre salle, et elles étaient capables de savoir c'est quel type de fruits on avait mis dans cette salle-là où elles n'étaient pas elles-mêmes. Donc aussi, c'est la connexion justement de sentir l'énergie, la vibration. Il y a des personnes aussi qui ont raconté, elles sentaient aussi la vibration, l'énergie de certains aliments, comme Irène Grosjean qui mentionnait aussi, une fois en balade dans la forêt, elle a senti une énergie vibratoire qui lui a dit de ne pas toucher à un fruit qu'elle pensait que c'était un fruit comestible, mais finalement, c'était un poison. Donc, quand elle l'a pris et qu'elle elle a fait tester au fait à son retour de cette promenade, finalement, il s'est avéré que c'était un poison alimentaire. Oui. Et donc, ça, c'est important. Justement, je vais vous laisser. C'est important justement parce que le fait de pouvoir être connecté à son intelligence, avoir une vibration assez importante, son énergie vitale, peut nous permettre de pouvoir comprendre des choses, de pouvoir anticiper et de pouvoir même nous sauver de certaines choses. Oui, je voulais juste dire que nous devons évidemment entretenir cette intelligence qui nous rend brillantissime, mais nous ne devons pas non plus négliger notre intuition. En fait, nous devons connaître la nature, mais attention aux gens qui entendent, qui ne comprennent pas quand on parle de la nature, on ne parle pas que de la nature extérieure, on parle aussi de sa nature. De quoi sommes-nous faits? De quoi sommes-nous? De qui venons-nous? Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la planète Terre? Est-ce que c'est seulement pour manger, boire, dormir et mourir? Et c'est pas seulement de tout comprendre de manière scientifique que tel élément contient telle chose, tel autre élément.
mais c'est apprendre à savoir fonctionner en tenant compte de tout ce qui nous compose pour nous permettre de sélectionner ce qui nous manque à chaque instant sans minimiser ce qui nous manque. Parce que ce qui manque aux uns n'est pas forcément ce qui manque aux autres. Donc, du coup, je suis entièrement en accord avec tout ce qui a été dit. C'est passionnant. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est très passionnant parce qu'il ne faut pas, c'est ce que moi j'ai compris avec mon expérience personnelle, on ne vit pas au hasard. On n'est pas là au hasard dans la nature. On est là justement parce qu'on a une mission. On est là aussi parce que c'est important et ça, c'est vraiment, moi j'ai cheminé justement à travers mon expérience personnelle et puis j'ai beaucoup compris avec la médecine traditionnelle chinoise. C'est important de savoir qui on est, où est-ce qu'on va et pourquoi on va là, de quoi on est entouré, de qui on est entouré. Parce que vivre comme ça dans la nature et puis ne pas savoir où on va, où est-ce qu'on est, d'où on vient, on n'a pas de sens. Et on vit, et puis les personnes vivent de souffrance, elles sont entourées de beaucoup de difficultés à continuer. Et le fait de savoir, oui, je suis là parce qu'il y a telle ou telle raison, parce que j'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, justement, ça nous permet à nous guider tranquillement et à accepter, comme on appelle en méditation, tout ce qui nous vient, accepter le moment présent et justement libérer toutes nos charges qui sont maladives et de pouvoir continuer cheminer dans la santé. Et c'est vraiment un beau parcours, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous soulignez. Et je vois par rapport au personnage intérieur au SPPA, un jour, j'ai eu vraiment la vision, la compréhension de mon être. J'ai vraiment capté, perçu l'existence de plusieurs personnages vivant sous différents niveaux de conscience, mais qui cohabitent à l'intérieur de moi-même. Et quand ils sont en désharmonie, j'ai aussi un monde en désharmonie, mais qui me rappelle seulement ce que je suis. J'ai du coup constaté que certaines de mes facettes qui ne sont pas parvenues à sortir de leur misère, qui ne sont pas parvenues à grandir, je les sens toujours à l'intérieur de moi et j'en ai même déduit que certains d'entre eux seront à l'origine d'une maladie future si je ne parviens pas à faire bouger, ou même à l'origine de ma mort si je ne parviens pas à faire bouger. Pareil pour le vieillissement, parce que quand je suis chamane, je pratique. Quand je soigne des gens, que je touche, je les touche. Et quand je fais faire des rituels où je les amène vers des voies de guérison, waouh, c'est formidable, c'est génial. Mais en moi-même, il y a des facettes de mon être et ce n'est pas forcément le côté chaman. Ça peut être la sœur de ses frères et sœurs. Quand je vois que je porte tout le temps mes frères et sœurs de Madagascar, non seulement parce que je me suis rendue esclave de cela, mais parce que le pays, comme par hasard, est dirigé par des gens qui ne créent pas ni de formation, ni de loisirs. Il y a très peu de chances pour que les gens deviennent quelque chose et s'épanouissent. Et ils sont tellement en phase de mourir de faim si on ne fait rien. Mes nièces, neveux, il faut, si moi je laissais tomber, ils n'iront pas tout simplement à l'école. Donc, je suis à la fois heureuse de pouvoir faire ça, d'avoir un bon karma, de pouvoir le faire, mais je suis également frustrée dans cette partie de moi de devoir vivre la même expérience en regardant le futur comme quelque chose de lointain, en me posant la question comment je m'en sortir. Et cette facette de mon être, avec ses émotions, n'est pas forcément à la hauteur ou à la mesure de vouloir apprendre des autres thérapeutes. Donc, je tourne en rond avec moi-même, possédée par mes propres facettes. Donc, et c'est ça l'intérêt de tout ce travail qui nous réunit donc ici et qu'on propose à notre public. J'espère qu'ils vont vraiment suivre et si c'est trop complexe, il y aura sûrement des replays où tout le monde pourra accéder à plusieurs niveaux d'écoute, n'est-ce pas?
Bien sûr. Alors, c'est complexe, mais c'est très intéressant. Et justement, en parlant de Madagascar, vous êtes malgache d'origine, vivant en Occident depuis plus de 20 ans et ayant rencontré des thérapeutes aux États-Unis lors de vos différentes conférences. Quelle a été votre expérience par rapport à cela? Aviez-vous remarqué des différences dans l'approche de l'éveil vers la santé holistique? Oui, donc ça fait presque en fait 35 ans que je suis en Occident. Alors, ce n'est pas me vieillir, mais j'ai quitté à 21 ans. Donc, ça se rapproche de 40 ans. Je n'ai pas exactement en tête. Mais quand j'ai écrit la bibliographie de l'époque, on a pris depuis 20 ans, ou depuis, mais en fait, des fois, on ne fait plus attention vraiment à ce détail-là. En effet, j'ai la chance donc non seulement de rencontrer mon mari qui, lui, docteur Christian Chaler, était déjà dans cette démarche-là. Il m'a même choquée à l'époque parce que je voulais tellement me civiliser d'abord, ressembler à tous ceux qui sont ici, ne pas embrasser les gens pour aller avoir la classe, ne pas rire à haute voix, à gorge déployée, pour avoir l'air d'être du bon milieu, enfin, de s'embourgeoiser, faire attention à certains vêtements, même marcher dans la rue d'une certaine façon. Mais souvent, ce sont des comportements ou des attitudes éducatives qui ont fini par nous freiner, nous bloquer et bloquer nos énergies. Donc, pendant les premières années, avant d'accepter d'être thérapeute, par les voyages, j'ai beaucoup appris, non seulement à comprendre ce que les gens avaient besoin quand ils me regardaient, mais j'ai appris les techniques de santé également des autres. Donc, nous sommes allés, par exemple, à Atlanta, et là, c'est chez une grande médium, Chanel, qui n'était pas forcément dans l'alimentation, mais ils éduquaient à écouter la petite voix du cœur. Donc, j'étais chez Patricia Ice et puis son époux, comment il s'appelait déjà, ça va me revenir. J'étais également à San Francisco et là, j'ai résidé pendant un temps chez un des directeurs d'Esalen, d'où partaient les thérapies à la mode qui arrivaient en Occident. Donc, vivre aux côtés de quelqu'un comme ça, qui rencontre des tas de thérapeutes. Et à San Francisco, si on parle même ici, Esalen, c'est dans tous les bouquins. Quand j'ai fait le voyage en longeant cette mer pour aller à Esalen, j'ai pu vivre des expériences chamaniques incroyables. Je fermais les yeux, j'ai dit, tiens, c'est drôle, je vois des tas d'Indiens de tous les âges, des deux sexes, qui traversent. Et on m'a dit, tu es en plein territoire indien, amérindien, quand ils faisaient ce qu'on appelait la quête de la vision, et qui a donné d'ailleurs naissance à la naturopathie, ces méthodes chamaniques de la quête de vision, où quand on n'est pas bien, on va dans la nature, on essaye de retrouver un nouveau rêve pour nous permettre de nous dynamiser et de trouver bon goût de nouveau au fait de vivre. Parce que des fois, tout simplement, il n'y a plus de goût. La vie devient insipide, la vie est sans goût. Et donc, j'ai rencontré à San Francisco Gabriel Cousens, qui est un des grands maîtres de la naturopathie, alimentation vivante. Je crois même qu'il a ouvert un centre à San Diego, mais je n'ai pas pu aller dans son centre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est encore vivant. J'étais également en Floride, où j'ai séjourné comme si j'étais un malade pour comprendre. J'ai écouté les conférences de Brian Clément ainsi que Anna-Marie, son épouse, et j'ai écouté des conférences. Je suis allée apprendre comment faire les graines germées,
faire le cours de sport, de méditation, thérapie de groupe, piscine d'eau froide, d'eau tiède, salée, d'eau chaude. Mais moi, j'aime ça. Ce qui m'a même étonnée, c'est qu'il y avait des gens qui étaient malades, mais qui négociaient. Ils ne faisaient pas ça, non, pas ça, c'est trop froid, non, pas de... C'est ahurissant de voir des malades faire des chantages comme s'ils ne se rendaient pas compte de la gravité de la situation. Parce que plus on s'enfonce, plus difficile est la remontée. Et puis, il faut garder, à mon avis, un esprit d'enfant, d'aventure en se disant, mais oui, j'expérimente, j'explore. Il ne faut pas attendre d'être malade et encore moins d'être mourant pour entamer une démarche de médecine donc holistique. J'étais également à Hawaï, où j'ai animé non seulement des conférences, j'étais traduite par TAL parce que je ne parle pas l'anglais, et le public était composé que de thérapeutes, de tous horizons, de tous les plans. Et ça va dans le sens de la dernière question posée. Qu'est-ce que j'avais ressenti? C'est vrai que c'était épatant de voir des si grands thérapeutes avant-gardistes, pionniers sans aucun doute par rapport à l'Occident. Il y a comme quelques marches des fois de plus, je ne dis pas par rapport à toute la population, mais des vrais pionniers qui sont réellement sur des vrais chemins non seulement qui ont appris, mais qui sont en train d'expérimenter, d'aider leurs patients et élèves à expérimenter. C'est absolument fascinant. Mais donc, j'étais émerveillée, mais je constatais aussi comme une certaine distance, comme si certains avaient un peu perdu leur humanité. Ça donnait l'impression d'être un petit peu dans une cité d'âge d'or, où là-dedans, on est épaté de ce qu'on découvre, mais on est aussi épaté par soi-même. C'est très délicat à dire parce que quand on enseigne la confiance en soi et l'amour de soi et d'être fier de soi, c'est vrai, mais il y a comme une espèce de petite mesure qui est très délicate et que l'on ne peut pas trouver soi-même. On ne le trouve que si on est de nouveau en contact avec les autres et qu'on permet aux autres de pouvoir nous approcher, de pouvoir nous refléter, parce que les miroirs existent tant que nous en avons besoin. Mais si nous n'en avons plus besoin, naturellement, les miroirs s'effacent. Donc, pour moi, il y avait non seulement la barrière de la langue, mais il y avait aussi quand même une certaine un peu supériorité qu'on retrouve des fois dans des films. Non, mais c'est extraordinaire et c'est vrai, effectivement, parce que ça, je rejoins vos commentaires là-dessus, parce qu'il y a certains thérapeutes qui se perdent au final. Il y a certains thérapeutes aussi que j'ai rencontrés pendant mes formations aussi, que finalement, c'est plus le bien-être, c'est le business de l'argent, c'est le business de d'autres choses. Il y en a aussi où c'est d'autres choses, c'est plus, effectivement, comme vous le dites, c'est important. Et puis même en tant que professionnel, c'est important aussi d'être entouré aussi de d'autres professionnels. Ce que vous mentionnez aussi, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Accepter aussi de dire oui, OK, je veux aussi partager mes connaissances, mais en même temps recevoir aussi des connaissances de d'autres thérapeutes, parce qu'effectivement, on peut se perdre aussi dans ce cheminement-là. Mais ça, merci. Par contre, quand j'étais au Québec, il y avait une différence. Les Québécois, je ne pourrais pas dire qu'ils sont en amour de manière parfaite et tout le temps, mais en tout cas, ils sont plus réceptifs, ils font de l'humour. C'est un petit peu des fois bon enfant. Ils vous chantent un au revoir quand vous partez, ils vous tiennent par
par les épaules ou par la taille, le contact, ils sont un peu plus tactiles encore. Et c'est comme si par rapport au nombre de thérapeutes, beaucoup parlent de la lumière, de la spiritualité, de la fraternité, c'est comme si, en comparaison au nombre de la population et des spécialisations, moi, je parle de moi, j'aurais dit qu'il y a plus d'ouverture de conscience et de cœur. Et aux États-Unis, il n'y a pas à dire, il y a vraiment des très grands pionniers très scientifiques. Hein? Oui, ils sont allés très loin dans certaines écoles. J'étais également à New York. Donc, vraiment, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait presque le tour du monde, de l'Afrique, la Polynésie, Nouméa, l'Asie, la Corée, Singapour, la Malaisie. Donc, moi, comme vous, je me sens en fait planétaire, internationale. Et c'est marrant, mais plus j'avance, moins j'ai le complexe de ce que je suis, parce que j'arrive à avoir du recul et j'ai tellement appris à m'aimer et à m'aimer à tous les niveaux de mon être, mais sans renier là où je suis un apprenti, encore maladroite. Oui, pourquoi pas même dire nulle, mauvaise. Je n'ai pas peur de ces mots-là parce qu'il ne s'agit pas de ma totalité que je décris, mais de certaines de mes facettes. Et bel et bien, il y a des matières où je suis nulle. On dit toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Et puis, je ne connais pas qui sur Terre connaît tout. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, Joanne, par rapport à ça, en fait, quels sont les divers stages que vous proposez et comment, justement, on peut vous contacter pour ceux qui ont besoin de vos services? Oui, alors donc, merci beaucoup, en tout cas, de me tendre ces belles perches, parce que passer de l'une à l'autre avec vos questions pertinentes, mais aussi percevoir vos énergies qui palpitent là, derrière l'écran, ça me fait chaud au cœur, ça me fait rêver, ça me fait rêver. La première chose que j'ai envie de dire, c'est d'inviter tout le monde à aller sur notre site pour mieux nous connaître. Donc, c'est www.santéglobale.world. Vous allez sûrement mettre ce site à la fin de la ça va être affiché, tout à fait. Avec l'écriture de mon nom qui est imprononçable. Sinon, avant de parler des livres, peut-être un peu montrer un petit peu quelques ouvrages que j'ai faits. Le chamanisme, là j'ai écrit sur la mort, comme quoi ce n'est jamais un accident. Là, on entre dans la spiritualité profonde, le sens de la vie, comment nous pouvons être coparticipants aussi bien à la mort qu'à la naissance. Les voyages vers les mondes célestes, les personnages intérieurs, les SPPA dont j'ai parlé, les missions, vous avez parlé de missions tout à l'heure, également un livre donc, sur un voyage dans les mondes de lumière où j'ai rencontré des êtres qui m'ont beaucoup appris. Et parmi ce qu'on enseigne également, c'est que ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont arrêté de travailler sur leurs émotions et ne savent pas du tout que ça s'éduque, hein, qu'on peut apprendre à être fier. Ça ne signifie pas qu'on doit lâcher des émotions n'importe où et faire peur à tout le monde, mais il y a une façon de gérer ça de manière saine. On a également fait des livres sur l'alimentation avec Tal, mais aussi sur le jeûne. OK. Ouais, le jeûne holistique. Et on a ce livre, tiens, parlant du Québec, qui a été édité par les éditions Ariane, qui s'intitule donc Naissance d'une humanité consciente et qui contient toutes nos propositions à tous les deux. En ce moment-là, quand on a écrit, on ne travaillait pas encore avec Gwen,
Mais Gwen est avec nous maintenant depuis presque 5 ans. Donc, c'est un thérapeute bien aussi centré, bien placé, qui anime lui seul des stages, qui fait lui seul son programme ou qui enseigne avec nous ou avec l'un comme avec l'autre. Donc, dans les stages qu'on fait, évidemment, on anime des stages sur la médecine globale ou la médecine holistique. Et là, on donne tous les outils concernant les 4 corps, le personnage, pour que les gens aient une vision large, comme on vient de développer là. On est déjà en pleine médecine holistique. Ce que nous avons dit tous les 3, les questions que vous avez posées, c'est clair, 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 c'est la médecine donc holistique dans sa totalité et qui n'est pas seulement basée sur une médecine ancestrale, mais qui inclut également des thérapies modernes. Et il ne faut pas s'en séparer parce que nous évoluons. Sinon, on devient ségrégationniste. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas quitter le passé, d'autres ne veulent parler que du futur ou du présent. Non, il faut un petit peu s'ouvrir. Et évidemment, on anime des stages sur le chamanisme, mais au lieu que ce soit le chaman qui pratique et les autres regardent et sont contents en partant, non, nous, on est des accoucheurs de chamans. On forme les gens à prendre leur place de chaman et ils viennent au centre du cercle, les plus courageux. Mais ceux qui ne sont pas courageux, ils s'en rendent compte immédiatement. Mais néanmoins déjà, voir les autres se lever, apprendre et dans une ambiance boostante parce qu'on rit, on pleure, il y a un moment où on perd un peu son individualité pour pouvoir devenir comme tout le monde parce que tout compte fait, on se rend compte que ces problèmes ne sont pas seulement les siens. Ils peuvent aussi être les problèmes des autres. Les difficultés, on ne les a pas toujours au même moment, au même endroit, mais les autres, quand ils se révèlent, c'est très émouvant, c'est bouleversant et on compatit et cette compassion nous pousse à nous ouvrir, à nous aimer, à nous prendre en charge parce qu'on ne fait pas des gens qui vont rester dépendants de nos personnes ou de notre école. Les gens sont conçus pour évoluer, aller de tous les côtés. Ils peuvent aller, revenir, certains on les voit 2 ans après, d'autres on ne les voit que 5 ans, 10 ans, d'autres 25 et d'autres même jamais. Mais c'est très bien tout ça parce qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. On enseigne la spiritualité, la médiumnité, l'écoute de la voix de l'âme, à la différence, parce qu'on fait la différence entre la voix de Bouboule, qui est tout un enseignement. Bouboule, ça vient de pitbull, parce que dans ma façon de voir la réalité, la façon dont nous avons éduqué nos égos, c'est la façon dont on a dégénéré les chiens de race multipliée, bref, métissée, je ne sais plus quel est le mot parce que je n'aime pas le mot bâtard. On a fait de nos égos ces chiens de garde qui ne tiennent pas compte des autres, qui aiment tuer, qui aiment griffer, qui aiment juger, critiquer. Et si on mange sainement, mais qu'on a des bouboules, des égos énormes dont on ne prend même pas conscience et surtout qu'on ne sait pas aider, on ne sait pas éduquer pour l'amener à fraterniser, pour le pacifier, pour le spiritualiser, plutôt que de partir constamment en chasse de l'ego. C'est ce qui les enrage. Et la chasse aux égos nous fait sortir de l'amour, de la compassion, de la tolérance et de l'art de guérir. Parce que quand on a des malades, on les soigne. On a, nous, un proverbe malgache qui dit on vêtit nos fous, c'est-à-dire pour qu'ils ne se promènent pas nus. Ça veut dire, si c'est à nous, on les habille parce qu'on les aime, parce qu'on veille sur eux. Mais quand on voit des gens méchants, pervers, agresseurs, que ce soit dans le public ou dans les dirigeants, avec nos côtés chamans, nos côtés médiums,
nos côtés de médecine douce, thérapeute, nous pourrons aussi basculer vers les éduquer, les soigner d'une manière ou d'une autre, pas forcément directement comme interlocuteur, mais il y a 1000 façons de diffuser les enseignements et de donner des soins. Et évidemment, ça aboutit aussi au développement personnel. Donc, c'est tout ça que nous enseignons. Waouh, c'est formidable parce qu'effectivement, quand vous parlez d'agresseurs, de criminels et tout ça, si ces personnes étaient psychologiquement dans leur peau et avaient un équilibre vibratoire au niveau de leur santé, je ne pense pas qu'il y aurait d'agresseurs dans ce monde-là. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est important de pouvoir stabiliser son mental. C'est important de pouvoir justement avoir une énergie vitale assez stable pour pouvoir permettre aussi, parce que quand on est mal dans sa peau, forcément, on fait du mal aux autres personnes. Et ça, c'est important et c'est bien ce que vous soulignez. C'est waouh, fantastique. Moi, je vous suis aussi beaucoup depuis quelques années, environ 7-8 ans. Et j'ai vu que la plupart de vos stages se font en Europe, mais est-ce que vous faites aussi des stages ailleurs? Récemment, vous avez fait un stage à Madagascar. J'ai vraiment voulu y aller, mais malheureusement, les conditions aussi ont été un petit peu compliquées. Mais est-ce que vous faites des stages ailleurs dans le monde? Oui, en fait, non seulement on fait des stages, on fait des stages évidemment en Suisse, en Belgique. Je suis même invitée à Udine, en Italie, pour faire une formation à l'université. La première fois que j'étais invitée, c'était l'année dernière. Et cette année, je suis réinvitée parce qu'ils avaient apprécié. Donc, je forme des universitaires, des gens qui sortent d'un niveau supérieur, mais comme on vient de dire, en chamanisme, certains sont débutants. Il y en a même qui sont encore réticents. Mais néanmoins, c'est une université qui proposait à un moment donné un master en méditation. Et puis après, ça leur est venu de proposer un master en chamanisme. Et il y a 40 chamans un peu du monde entier, comme il y a des maîtres spirituels d'un petit peu du monde entier, et on y va à tour de rôle. Un mois, c'est un tel, l'autre mois, c'est un tel, ou tous les 15 jours, ou tous les 3 semaines. Wow. Et wow. C'est vraiment génial. Et on a aussi fait des conférences, des tournées de conférences suivies de séminaires au Québec, mais il y a longtemps, parce que… Et après, en fait, on va un peu partout animer des stages, mais actuellement, avec cette ambiance, ça fait presque 3 ans, tout s'est arrêté. Mais ça nous ferait plaisir de pouvoir repartir de nouveau à la rencontre d'autres personnes, des publics chaleureux, mais aussi des enseignants qui peuvent enseigner quelque chose ou qui sont tout simplement fascinants. Parce qu'on peut tout à fait connaître le sujet de la personne et la trouver charmante, puissante. Donc, c'est génial. Et on aime beaucoup également enseigner ensemble parce qu'on est aussi dans beaucoup de festivals. Là, c'était en France, festival chamanique, en Suisse allemande. Cette année, ça va être une première, on va à Berne animer un séminaire. Donc, on s'ouvre. À Madagascar, le problème qu'on avait et qui fait qu'on n'avait pas fait de… Ah si, mais qu'est-ce que je raconte? On a animé la première fois l'année dernière un stage dans la capitale malgache, en Tananarive. C'était sur le chamanisme. Et cette année, c'était sur les personnages intérieurs qui sont à l'origine de tous nos conflits. Mais en fait, pourquoi je disais on ne faisait pas, c'est parce que je pensais à la partie sud où on habite. Parce que dans la partie sud, on n'a pas la structure qui permet aux élèves de pouvoir crier, de pouvoir se défouler, de pouvoir… Parce que si c'est à plein vent comme ça, les gens, ils nous voient un peu en venant d'ailleurs, un peu comme… Parce qu'on leur a tellement dit qu'il faut être bien élevé, qu'il faut faut avoir la classe, et les mêmes personnes bien élevées qui sont dans la classe vont se mettre à… alors que la gestion des émotions ou le tambour,
c'est pas à pratiquer en permanence. Mais Oui. néanmoins, dans les temps d'apprentissage, parce qu'on n'est pas là pour faire peur aux autres, hein, mais dans le temps d'apprentissage, qu'on puisse aussi s'épanouir, se lâcher librement, se libérer. Non, c'est vrai, c'est vraiment important. C'est important. Donc, on n'avait pas la structure. Okay. Alors, quand on en arrive, on était dans un centre hors de la ville et l'hôtel, à lui tout seul, il était sur plusieurs hectares avec des piscines, des paysages, des arbres. Ce n'est pas seulement au niveau du confort, mais dans une pièce, on pouvait crier à 20 ou à 30 ou faire du tambour sans que ça gêne de voisins. C'est important. Oui, oui, oui. C'est vrai. Merci, merci Joanne par rapport à ça. Et c'est très chaleureux parce que nous, on est d'origine du Bénin en Afrique. Et souvent, je disais à une amie que un SDF, ça n'existe pas chez nous au Bénin. Comme vous disiez tantôt, qu'on prend la couverture pour couvrir un fou quand il est nu. Au Bénin, c'est la même chose. N'importe qui peut frapper à notre porte pour demander de l'eau, pour demander à manger. Et c'est ça qu'on n'a pas, au fait, cette chaleur-là dans les pays industrialisés. Et c'est important justement parce qu'on est tous des êtres de lumière, on est tous là pour s'entraider, on est tous une grande famille et non des individus à part entière parce que la Terre est constituée d'une multitude d'êtres vivants sur Terre. Et c'est vrai que c'est important ce que vous dites, c'est la chaleur qu'on a et la chaleur qu'on reçoit, c'est ça qu'on donne aussi quelque part. Merci Joanne, merci vraiment pour ce temps que vous nous avez accordé. Je resterai des heures à vous écouter. Malheureusement, nous allons finir cette vidéo là-dessus. Merci Gisèle, merci notre auditeur. Merci, et bien sûr, il y aura un suivi après dessus. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Il y aura d'autres lives qui vont suivre suite à cela. Et vraiment, merci pour votre temps et cette belle expérience, ce beau voyage sur lequel vous nous avez apporté. Ah, merci Solange et Gisèle. Je sens qu'il va y avoir un moment où on va un peu plus aussi échanger parce que je sens dans le regard la profondeur, dans l'écoute, une grande présence, un cœur aussi. On est ensemble.